Au commencement, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, il planta un jardin en Éden où il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol plusieurs arbres géants de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et avec eux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden et lui donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place et forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits de tous les arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, l'homme devint Adam et la femme Ève. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors, l'Éternel Dieu en colère les chassa du jardin d'Éden, aujourd'hui perdu. Dans One Piece, il existe des arbres géants âgés de plusieurs milliers d'années. Nous en connaissons 3. Celui d'Adam, dont l'écorce est considérée comme indestructible et comme un réel trésor pour tous les charpentiers, les seuls navires connus étant constitués de ce bois rare sont l'Oro Jackson et le Thousand Sunny. Celui d'Ève, arbre mesurant plus de 10 000 mètres, ses racines qui transmettent la chaleur et la lumière de la surface permettent aux hommes-poissons de vivre sous lui. Et c'est arrivé sur cette île que Sop demande s'il existe un lien entre les arbres géants de ce monde, mais aucune réponse ne lui est donnée. Enfin, celui de la cognition, du savoir, aujourd'hui détruit, vieux de plus de 5000 ans, à l'intérieur se trouvait la bibliothèque d'Ohara qui s'avérait être la plus vieille structure du monde, avant sa destruction. Arbre du savoir, arbre d'Adam et d'Ève, Oda s'appuie explicitement sur le texte de la Genèse pour construire sa mythologie autour des fruits du démon. Zoan, Logia, Paramecia, les fruits du démon sont omniprésents dans One Piece. Cela fait plus de 21 ans qu'ils existent, mais après toutes ces années, nous ne savons toujours pas d'où ils viennent. Leur origine est un secret bien gardé, tellement bien gardé que seul un organisme extrêmement puissant qui a pour habitude de garder les choses dans l'ombre pourrait cacher. Nous savons depuis l'arc de Dressrosa que les Smiles, reproduction artificielle de fruits du démon, poussent bien sur des arbres. D'autant plus que dans la toute première version de One Piece, Romance Down, Shanks affirme à Luffy que les fruits du démon poussent bien sur des arbres. Cela prouve que cette idée avait déjà germé dans la tête du mangaka. Les fruits du démon doivent alors bien trouver leur origine sur une branche, quelque part sur Terre. Alors qu'il est l'élément central du tout premier chapitre du manga, il aura fallu en attendre 907 autres pour enfin avoir ce qui s'apparente au tout premier indice concernant l'origine des fruits du démon. Nous sommes en pleine rêverie, au sommet de Redline, Marie-Joie. Au sein même du château de Pangaea existe une pièce, la chambre fleurie, pièce qui servirait de lieu de réflexion à Imu, puissance absolue régnant au sommet du monde. Nous pouvons observer dans cette chambre des racines, la nature ayant totalement pris le contrôle de la pièce comme l'indique son nom. Oui, nous pensons au mont Corvo que Pangaea abrite le légendaire jardin d'Éden, et donc l'arbre des fruits du démon. En relisant le manga, une chose saute aux yeux. Quiconque appartient au gouvernement mondial obtient le fruit du démon qu'il souhaite. Chapitre 700, nous découvrons que Doflamingo a réussi à mettre la main sur le Mera Meranomi. Comment ce dernier a repoussé, nous n'en savons rien, et pourtant, Doflamingo le possède. Chapitre 765, nous apprenons que le corsaire a réussi à trouver l'Opéopénomie en affirmant même que le gouvernement était derrière tout ça. 2 fruits du démon extrêmement rares et puissants tombés entre les mains de l'homme que nous découvrons plus tard être un Tenryubito déchu, dragon céleste, citoyen même des cieux et du gouvernement mondial. En effet, c'est à la fin de la guerre de Marineford que Doflamingo rend service directement au gouvernement en tentant d'assassiner Moria avec l'aide des pacifistas, ce qui prouve qu'il est sous leur ordre. Pourquoi leur rendre service si ce n'est pour avoir quelque chose en retour? Cela expliquerait aussi les pouvoirs de plusieurs Marines, car quelles sont les chances que les 3 amiraux de la marine possèdent les pouvoirs des éléments leur correspondants? C'est sur Greenbeat que nous apprenons que 2 ans plus tard, le gouvernement a recruté 2 nouveaux amiraux et si ces derniers avaient été recrutés sans avoir de fruits à la base.
Doflamingo, encore une fois, affirme qu'ils ont été remarqués par leur force surnaturelle, et si les fruits étaient ensuite distribués après recrutement, le gouvernement donnerait alors des fruits du démon aux jeunes recrues selon leur caractère. Lave pour la colère de Sakazuki, glace pour le calme de Kuzan, lumière pour la lenteur de Borsalino, fumée pour Smoker et sa tendance au cigare, excuse à la fois extra-dégétique qui permettrait au mangaka de plus de souligner les caractères de ses personnages comme il le fait depuis plus de 21 ans. Une distribution de fruits venant directement de la chambre fleurie, dont Im-sama déciderait qui obtiendrait quel fruit. Et le plus intéressant, c'est que nous avons déjà pu observer une telle distribution dans le manga. Il y a plus de 10 ans, nous sommes au chapitre 375. Les membres du CP9 qui ne possèdent pas encore de fruits se voient attribuer d'un fruit du démon, mais encore plus incroyable est la parole de Spandam qui confirme à elle toute seule cette théorie. Yabura demande à ce dernier où il a bien pu trouver ces fruits du démon, mais il garde le mystère en disant juste qu'il a ses sources. Spandam est le chef du CP9, travaillant directement pour le gouvernement. Il ne peut pas s'agir d'un hasard. Nouvelle preuve que le gouvernement mondial possède beaucoup de fruits du démon. Il est alors légitime de se demander si le gouvernement mondial ne posséderait pas tout simplement l'arbre des fruits du démon. Nous aurions la définition même de la piraterie qui attaquerait le gouvernement pour obtenir ses richesses et donc ici, ses fruits. Rappelant le vol du Yami Yami no Mi par Satch sur un bateau du gouvernement. Nous en parlions la dernière fois des inspirations d'Eiichiro Oda puisées dans les films de Miyazaki et plus précisément Tenkyu no Chiro Laputa. Nous vous conseillons vraiment de regarder notre vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Énormément de similitudes entre les deux œuvres sautent aux yeux. Dans le château dans le ciel, avec les années, l'île s'est vue complètement envahie par la nature qui a repris ses droits, créant une rupture nette entre modernité et nature, exactement comme dans Pangea, un château, symbole de pouvoir au sommet du monde, et pourtant il existe une salle où la nature est encore reine. Encore plus fou, dans le château dans le ciel, un arbre géant a élu domicile sur l'île. Que ce soit dans l'œuvre de Miyazaki ou celle d'Oda, la notion biblique est présente. En effet, 2 épisodes suivent la Genèse. Pour One Piece, on peut lui attribuer le déluge, avec l'arche de Noé créant une planète bleue constituée à plus de 70% d'eau exactement. Et l'épisode de la tour de Babel pour Tenkyu no Chiro Laputa. Les hommes qui ont survécu au déluge décident de créer une ville en forme de tour dont le sommet touchera le ciel, ainsi ils deviendront des dieux. Dans les deux cas, Dieu punit les hommes en créant un déluge qui compose les continents et le monde tel que nous le connaissons, puis crée la barrière de la langue pour l'incompréhension, pour empêcher l'homme de construire et de devenir divin et atteindre le ciel sans sa volonté. Et ça les amis, nous sommes sûrs qu'Eiichiro Oda s'en est inspiré pour le siècle oublié. Il y a 800 ans, une ancienne civilisation très avancée technologiquement aurait décidé de défier une autorité qui se serait abattue sur eux, créant le monde tel que nous le connaissons avec les armes antiques qui réunis seraient capables de détruire la planète. Car avant, le monde était constitué d'un seul et unique continent, nommé Pangea, comme notre histoire à nous. Le gouvernement aurait décidé de cacher ces secrets qu'était sur le point d'élucider le professeur Clover. Où ça? Dans l'arbre du savoir. Dieu, les Tenryubito ont alors décidé de le punir avant que ce dernier n'ouvre les yeux, tel Adam et Ève, car il avait été prévenu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le gouvernement mondial a donc le rôle du divin, et ce n'est pas un Marines qui a commencé à s'y opposer avec une de ses répliques les plus connues. Est-ce que le gouvernement mondial ne se prendrait pas pour Dieu? La marine commence elle aussi à douter. Une confrontation idéologique au sein même du gouvernement est en train de se créer. Eiichiro Oda, petit à petit, est en train de former une géante métaphore autour du mysticisme, du secret et de la question existentielle du savoir. Car c'est pourquoi nous nous demandons au Mont Corvo depuis tout petit si One Piece ne pourrait pas se terminer de la même façon que Tenkyu no Chiro Laputa. Voilà pourquoi nous parlons souvent de division idéologique au sein même de la marine et du gouvernement, chose qui est en train de se passer. Certains marines, pourtant fidèles à leur justice, penchent de plus en plus vers l'idéologie du chapeau de paille. Et si c'était ça le One Piece? Absolument tout. La richesse, la gloire, le pouvoir, le savoir, la puissance, Raftel, Laputa, les voilà les armes antiques créées par l'ancien royaume. Voilà ce qu'avait trouvé Roger, richesse, gloire, pouvoir. Et si Luffy, en apprenant cela, faisait comme Roger, abandonnant ce qu'aucun être humain ne peut posséder sans perdre sa liberté. À la fin de Tenkyu no Chiro Laputa, le colonel Muscat est aveuglé par la puissance de l'île, métaphore de l'aveuglement par le trop-plein du savoir. Et si Roger et son équipage avaient compris cela, qu'une seule personne ne peut pas posséder ce trésor, car il revient au monde entier, tel le projet de réunification du monde pour en faire qu'un seul, une seule pièce, One Piece. Depuis plus de 800 ans, le gouvernement mondial cacherait ses secrets, gardant sous clé les choses qui pourraient changer la face du monde et donc l'arbre des fruits du démon dans la chambre fleurie. Un endroit paisible au vu des cases dessinées par le mangaka, un véritable jardin d'Éden qui pourrait alors contenir un arbre dont cueillir le fruit est défendu. Un fruit qui serait alors tout de suite contre le divin, un véritable fruit du démon.
Voici les amis pour notre théorie sur l'origine des fruits du démon. On espère vraiment que notre vision biblique de la chose vous plaît. Le mysticisme dans le manga est très présent et c'est ce que nous préférons dans One Piece. Avoir des questions, des légendes qui se connectent avec d'autres légendes, des récits qui parlent d'autres récits, jusqu'à ce qu'étrangement, un jour, tout corrèle. Preuve qu'Eiichiro Oda avait bien en tête ces choses-là depuis toutes ces années. Et ça, on trouve ça vachement touchant. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler et à nous rejoindre au Mont Corvo pour regarder nos prochaines vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.